Merci de suivre les programmes de Walfadjri. Bienvenue dans cette émission Actu en 7. En ce samedi 8 mars 2014, nous recevons Mamadou Dieng. Il est président du mouvement Arc-en-Ciel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons également Barka Sissé. Il est responsable communal des Jeunes Républicains à Matam. Bonjour Barka. Bonjour Thomas. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Nous rentrons donc dans cette émission par le premier sujet. Nous allons suivre la manifestation, l'action de protestation publique de personnes membres de l'Agence nationale de sécurité et de proximité qui ont barré les routes menant à l'aéroport de Yoff pendant quelques instants, le temps d'être dispersés par la police. Également, dans cet élément, nous suivrons la réaction de Maître Pape Ralignan, qui dirige cette agence de sécurité de proximité et qui affirme qu'en fait, il s'agit d'infiltration. Juste après, nous suivrons Babacar Diop. Il est chef d'agence de la Sénélec à Kaffrine. Son agence a été cambriolée durant cette semaine. Les voleurs ont emporté un peu plus de 800 000 francs CFA. Cela nous permettra de rentrer dans le premier bloc de thèmes sur la sécurité. Nous suivons cela et nous revenons juste après Magnéto. Les jeunes de l'agence de sécurité de proximité veulent prendre service. Ils ont barré la route de l'aéroport pendant des heures, exigeant la publication de la liste des agents recrutés. Finalement, ils seront dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Interpellé, le directeur général de la structure parle de chantage et d'infiltration. Les gosses qui sont en train d'être déployés sont à la gare des pèlerins pour être déployés. Ceux qui sont là ne font pas partie, c'est des infiltrations. On les a envoyés pour quand même semer le désordre ici, mais on ne doit pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter, on est dans un pays de droit, donc je ne cède pas au chantage. Je suis vraiment catégorique par rapport à cette situation. Dans la nuit du samedi 1er mars au dimanche 2, selon le vigile, vers 3 h du matin, entre 3 h et 4 h du matin, les malfaiteurs ont passé ici, cambriolé l'agence. Selon le vigile, ils étaient entre 6 et 7 personnes. On avait une journée de caisse non versée qui était environ 643 000. Mais à part ça, on avait une facture branchement provisoire qu'on avait déposée là-bas, un bon de coupure et une avance sur consommation. Le tout, c'est 814 670 francs. Alors, Mamadou Dieng, en sortant simplement de cet élément, la sécurité, aujourd'hui, est-ce que réellement il y a un problème lié à l'insécurité? Est-ce que vous percevez dans votre quotidien, au niveau du mouvement Arc-en-Ciel, un problème lié à l'insécurité dans ce pays? Les éléments que nous venons de voir montrent à suffisance qu'il y a réellement un problème de sécurité dans ce pays. Le deuxième élément parle d'insécurité au sens bandits, voyous, petits voleurs à la petite semaine qui se lèvent la nuit en cassant des portes. Et ça, c'est quasiment le lot de la question qui n'est pas posée, c'est est-ce que le climat peut justifier justement cette agence de sécurité de proximité? Bon, sur l'agence de sécurité de proximité, ça c'est un autre débat. Parce que quand ils ont voulu l'installer, tout le monde a dit, attention, nous avons des forces de sécurité régulièrement formées. Il suffisait d'en recruter. Regardez ce que déverse l'armée, les appelés ou les recrues qui ne sont pas réengagés, qui traînent dans la rue, qui ne demandent qu'à servir, qui ont été formés pour cela. Dès le départ, quand ils ont parlé de l'agence des jeunes pour la sécurité de proximité, nous avions dit qu'il fallait puiser dans ces viviers. Ils ne l'ont pas fait. Bon, ils ont pris des gens, bon, on a parlé de milices, bon, en tout cas, c'est des gens qui sont proches d'eux. Et voilà le résultat. C'est qu'ils piaffent d'impatience, ils disent qu'ils veulent être payés. Bon, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été promis? Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi depuis tout ce temps-là,
ils n'ont pas été recrutés et affectés. On a vu même Madame le Premier ministre qui a fait un déplacement dans le hangar de l'aérogare des Pèlerins pour les rencontrer, pour leur parler. Donc ils pensaient que vraiment c'est la fin de leur problème. Enfin, ils ont trouvé cet oiseau rare qui est l'emploi. Mais depuis lors, peut-être c'est des promesses qui tardent à se concrétiser, et puis ils s'impatientent. Mais là, ce que nous avons vu, c'est une bagarre, hein, parce que, et j'en profite pour rendre hommage aux forces de sécurité, parce que ce qui a plu ici comme pavé, c'est même pas des cailloux, c'est carrément des pavés. Moi, je pense que c'est une belle bagarre, hein, que nous avons vue, et que c'est des choses qu'il faut arrêter. Je pense que nous avons assez de problèmes avec les bandits, et les coupeurs de route, hein, les agresseurs, comme on dit, dans les diagadia et les carapis dans nos quartiers de tous les jours. Il faut que des gens qui ont été recrutés sur la base d'un dossier, qui soi-disant ont été formés, on les a vus à la télévision, se livrent à un spectacle. Pour résumer un tout petit peu votre pensée, oui, l'insécurité est un problème actuellement au Sénégal, mais l'agence de sécurité de proximité ne semble pas être la solution. Mais on l'a toujours dit. Pour résumer votre pensée. On l'a toujours dit. On a toujours dit que le problème de la sécurité au Sénégal se règle avec ces forces de sécurité qui ont fait leur preuve. Hein? La gendarmerie nationale, la police, c'est des gens qui ont fait leur preuve et qui ne demandent qu'à être renforcés en effectifs humains, en ressources humaines et aussi en matériel. Bon, ils ont pensé que non, il fallait mettre en place cette agence. J'ai dit, c'est dommage que, avant le départ, qu'on voit cette belle bagarre qui fait peur à tout le monde. Barka Cissé, alors vous êtes responsable communal des Jeunes Républicains au niveau de Matam, mais soit dit en passant, vous êtes également dans cette fameuse agence de sécurité de proximité. Bon, vous n'êtes pas chargé de la communication, certes, vous étiez invité sur ce plateau d'abord en tant que responsable communal de l'APR à Matam. Donc, du coup, on parle de quelque chose qui vous touche à plusieurs niveaux, tant parce que c'est le président Macky Sall qui, en tout cas sous son magistère, que l'idée est née, que parce que justement vous êtes dans cette agence. En regardant, simplement en se fiant à cela, est-ce que ce ne sont pas les membres de l'Agence nationale de sécurité qui installent l'insécurité? Voilà, moi j'aimerais par rapport à cette question éclairer une certaine nébulosité par rapport à la conscience des Sénégalais qui partent tout en de milice pour reprendre M. Dian. Je veux avant tout préciser que l'agence en tant que telle n'est qu'un composant d'un package ou bien d'un concept, si on peut le dire comme ça. C'est ce qu'on appelle la gouvernance de sécurité de proximité. Et dans ce concept, il y a 3 éléments. Le premier, avant tout, c'est ce qu'on appelle les contrats locaux de sécurité qu'on va faire au niveau de la base. Le troisième, ce sont les comités départementaux contre la délinquance au niveau des quartiers. Pour le premier volet, à savoir les contrats locaux de sécurité, ce sont des lieux de discussion, mais aussi de diagnostic de sécurité au niveau des quartiers. Le deuxième composant, c'est-à-dire les comités départementaux de lutte contre la délinquance, ça nous permet d'avoir une vitrine. Donc l'agence en tant que telle, c'est la partie opérationnelle de ce concept-là. Donc c'est à en dire que tout cela, c'est pour gérer ce qu'on appelle un peu l'agenda du président en ce qui concerne la politique de sécurité de proximité. Dire que l'agence en tant que telle est en train de créer le désordre ou bien créer l'insécurité au niveau du Sénégal, c'est de ne pas connaître exactement quels sont les fondamentaux de l'agence en tant que telle. Effectivement, ce qui s'est passé la dernière fois, ce sont des jeunes qui ont été recrutés et qui sont venus à l'agence, et même le jour J où ils sont venus au niveau de l'agence, c'était le jour du déploiement. Il y a certains qui étaient au niveau de l'hangar, à qui on donnait leur signature du contrat. Certaines étaient en possession de leur matériel, à savoir tenue et consorts allant dans ce sens. Mais je reprends juste les propos du directeur général. Ce dont on a rendu compte, c'est effectivement, il y a eu en quelque sorte une infiltration de certaines personnes qui sont entrées en contact avec certaines jeunes qui étaient à la limite un peu perdues parce que manque d'emploi, certaines aussi jeunes qui s'empressaient pour commencer le boulot. On a essayé de les instrumentaliser pour venir saccager l'agence. Or, l'agence en tant que telle, l'État est en train de faire un investissement pour régler 2 problèmes.
Le premier, c'est le problème de l'emploi des jeunes, mais le deuxième aussi, c'est assurer la sécurité en même temps. Donc, vouloir dire que c'est une milice, c'est mal connaître ou bien méconnaître l'intention du président de la République, parce qu'en quelque sorte, il y a beaucoup de problèmes qu'on a essayé de soulever. Et je pense, si on reprend un peu le jingle que vous avez donné tout de suite par rapport à Kaolack, l'insécurité qui s'est causée là-bas, et ceux qui ont saccagé la pharmacie, ou bien, je ne sais pas... L'agence Sénélec a emporté 800 000 francs CFA de Kaffrine. Voilà les questions auxquelles l'agence va répondre. Si à ce niveau, on avait des agents de sécurité de proximité qui sont beaucoup plus à la base, ça pourrait régler le problème à deux niveaux. Le premier, c'est dissuader celui qui est venu pour saccager la Sénélec. Le deuxième, c'est de dire, effectivement, ceux qui sont au niveau de la base connaissent mieux leur localité, parce que c'est ça l'idée. Essayer de maintenir les gens à la base pour que la sécurité soit réglée dès cette localité-là. Mamadou Dia, cet argumentaire justement de régler la question de la sécurité à la base, c'est tout de même un moyen de résoudre les problèmes. Non, c'est un pis-aller. Pourquoi? Je pense qu'il y a des forces organisées qui ont cette mission, qui l'ont toujours fait depuis que le Sénégal est Sénégal, avant même l'indépendance. On a toujours eu une police républicaine qui est dans les quartiers, qui sont proches de nous. C'est la différence d'ailleurs entre le gendarme et peut-être le policier. Le policier, c'est les plus proches du civil. Ça, c'est leur travail. On est en train de prendre une partie de leur travail pour le donner à d'autres personnes. Des jeunes à qui on a promis de l'emploi. Je crois qu'avec le Yono côté, vous avez parlé de 500 000 emplois. Vous avez peut-être du mal à respecter on est dans le plan Sénégal émergent l'effectif. Donc, on essaie de trouver des niches pour caser les gens. Je crois que c'est ça un peu l'objectif. Et c'est dans ce cadre-là que ces jeunes-là ont été recrutés. Bon, on a crié à eu et à Dia, parce qu'on savait que ça allait aboutir à ça, et on n'a pas encore tout vu. Ça, c'est que le début. Ils ne sont pas encore sur le terrain. Donc, dès le départ, c'est tout de suite des bagarres contre ceux qui doivent être leurs alliés naturels, les forces de police et de gendarmerie. Donc, l'image que nous avons vue ici ne réconforte personne, ne tranquillise personne. Si c'est comme ça qu'ils doivent collaborer, parce que la sécurité, c'est d'abord la police et la gendarmerie. Hein. Ça, il ne faut pas qu'on se trompe aussi de choses, hein, rupture, tout ça, d'accord. Mais il y a des fondamentaux qu'on ne peut pas changer comme ça gratuitement. Du jour au lendemain. Voilà. Mais donc, justement, à propos de... C'est-à-dire, là, c'est ce que vous dites et c'est ce que Maître Pape Kalignan dit. Mais au fond, si c'était véritablement des travailleurs de l'Agence nationale, est-ce qu'ils l'auraient reconnu? Parce qu'au fond, le reconnaître, c'est bien admettre que le projet est pratiquement mort-né. Voilà, moi je voulais apporter quelques clarifications par rapport à ça. Oui. Je pense que M. Dian, il a émis une idée en disant que c'est un lieu pour caser des camarades politiques, c'est de ne pas connaître la philosophie. Non, je n'ai pas parlé de cadre politique. J'ai dit les jeunes. Quels que soient les jeunes, c'est pour caser des jeunes. C'est-à-dire que c'est ça l'esprit de l'agence en tant que telle, créer de l'emploi et gérer la sécurité. Je reviens un peu à la charge. C'est-à-dire que si on prend l'agence en tant que telle, M. Dieng ne connaît pas l'esprit de l'agence. C'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, plutôt le maintien de l'ordre, mais il y a ce qu'on appelle aussi le service de l'ordre. Il faut que les gens fassent le distinguo. Le maintien de l'ordre, ça revient à l'État en tant que tel, la police, la gendarmerie. Le service de l'ordre, c'est ce que l'agence est en train de faire, c'est ce que font les agences privées qui sont dans les quartiers, je ne veux pas citer le nom pour faire de la publicité, les agences privées. C'est ça qu'on appelle le service de l'ordre. Ce n'est juste une manière, un canevas pour matérialiser ce que les gens sont en train de faire dans les quartiers. Vous partez dans des quartiers, supposons vous prenez Dakar, vous partez à Guinaoraï, vous partez à Pikine, les gens sont en train de mutualiser leurs forces pour pouvoir gérer la sécurité des quartiers. Vous voyez des gens qu'on paye chaque nuit pour garder le quartier. Ça n'a rien à voir avec la police, parce que la police ne peut pas être partout au Sénégal. La gendarmerie ne peut pas être partout au Sénégal, parce que si tel est le cas, on serait dans l'obligation de prendre chaque Sénégalais à qui on va donner un policier qui va le suivre. Donc l'agence d'assistance à la sécurité de proximité est venue pour compléter l'activité ou bien le travail de la police. Mais c'est deux travaux qui sont différents. C'est pourquoi j'ai voulu préciser dès le départ, il faut que les gens fassent le distinguo
entre le maintien de l'ordre qui revient à l'État, mais aussi entre les services de l'ordre qui peuvent même être privés ou bien gérés par les collectivités locales. Si on reprend aussi en ce qui concerne les contrats locaux, vous verrez nettement, et au niveau des comités, que ce n'est pas seulement l'agence en tant que telle. C'est les éléments de l'agence, il y a les chefs coutumiers et les religieux qui vont faire partie de ce comité, il y aura les éléments de la police, mais il y aura aussi les élus locaux. Tout le monde va participer dans ce projet. C'était là la question justement, Barka Cissé. C'est-à-dire, puisque la police et la gendarmerie peuvent le faire, pourquoi? Parce que si c'était M. Cissé ou M. Dieng qui créait une agence de sécurité, a priori les Sénégalaises et les Sénégalais ne seraient pas émus. Là, on ne s'est pas compris. Pas, je veux dire que ce n'est pas parce que la police peut le faire. J'ai dit que la police fait ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Ça revient directement à la police. Oui. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon un peu des sociologues ou bien des grands penseurs comme les Max Weber, en disant que la violence légitimée n'appartient qu'à l'État. Mais ça, c'était dans l'État-providence. Jusqu'à présent, la police continue à le faire. Mais ça, c'est pour le maintien de l'ordre. Nous, ce qu'on est en train de proposer, c'est ce qu'on appelle un service d'ordre. Quand vous prenez, si vous voulez que je passe par le nom, comme font les SAGAM, les SPS, ce n'est qu'un service d'ordre que les gens sont en train de faire. Mais cette fois-ci, c'est un service d'ordre qui a été proposé par l'État en tant que tel. N'est-ce pas précisément là le problème? C'est-à-dire que, comme je le disais tantôt, si M. Cissé ou M. Dieng créait son agence, il n'y aurait a priori pas d'émotion. Mais là, il s'agit quand même d'une agence qui est créée avec les fonds, l'argent public. Donc forcément, on se dit, pourquoi avoir besoin d'utiliser de l'argent public pour assurer ce service d'ordre que des particuliers peuvent assurer, alors que dans le même temps, la police et la gendarmerie manquent quelquefois de moyens? Parce que précisément, le chef de l'agence Sénélec, M. Babacar Diop, dans la suite de l'élément, il souhaite en fait que l'on renforce le maillage sécuritaire dans la zone de Kaffrine. Donc s'il y avait plus d'éléments de la police et de la gendarmerie, cela ne serait pas arrivé. Pourquoi l'État utiliserait les ressources des contribuables pour s'investir dans le service d'ordre? Non, c'est ça que je vous ai expliqué tout de suite. Pourquoi? Non, je vous ai expliqué, j'ai dit en tant que tel. Ça dit que pour le service d'ordre, l'État a l'obligation de faire assurer l'ordre dans ce pays. Et je vous dis que la police et la gendarmerie n'ont pas un maillage. Parce que la gendarmerie n'est pas partout au Sénégal. Il y a certains départements où vous ne trouverez pas la gendarmerie. Il y a certaines localités du Sénégal où vous ne trouverez pas de la police, comme les villages, les coins les plus reculés. Mais la sécurité en tant que telle, ce service d'ordre qu'on est en train de proposer, ça va jusqu'au fin fond des villages. Ça n'a rien à voir avec la police. En même temps, pour le vol du bétail, si vous prenez dans le Dara, dans les Lingya, là-bas, il n'y a pas de la police. Mais l'agence en tant que telle, même si vous l'avez dit, utilise les moyens de l'État, on utilise les moyens de l'État pour faire un service public. Non. Donc c'est ça qu'on est en train de faire et ça n'a rien avec la police. Hein. Non, je pense qu'il ne faut pas dire qu'il y a des départements où il n'y a pas la gendarmerie, où il y a des villes où il n'y a pas la police. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. Là, on est d'accord. Mais qu'il n'y en a pas, non, je ne suis pas d'accord. On n'invente pas la roue. Je crois qu'on est en train d'entrer dans une confusion sémantique en parlant de maintien de l'ordre et de service de l'ordre. Bon, il y a à manger, à boire. En tout cas, moi, je nage. Moi, ce que je constate, c'est que vous avez créé une agence avec des jeunes qui posent problème. Et ce n'est pas nouveau. La mairie de Dakar avait amené des volontaires. D'accord, ils sont peut-être moins belliqueux que nous voyons se déployer dans la ville. Quel est le travail? C'est quoi? C'est de se mettre sur un passage clouté, où c'est le code de la route qui dit au chauffeur qu'il faut s'arrêter. Et le travail, c'est de faire passer les gens. Dès que vous arrivez, ils disent arrêtez monsieur, vous pouvez faire passer les gens sur le passage clouté, qui est réglementé par le code de la route. Je dis souvent à mon chauffeur, je dis, on devait vous laisser pour que vous compreniez que le code de la route a un sens, mais c'est un dédoublement fonctionnel souvent qui pose plus de problèmes qu'autre chose. Et on l'a vu tout de suite. La sécurité, ce n'est pas une petite affaire. Il y a des gens qui étaient formés pour ça. C'est leur métier. Ils ont fait l'armée, ils ont l'âge, ils sont jeunes. On leur a expliqué les limites de l'utilisation de la force, quand il faut conseiller, quand il faut réprimer. Ils ont besoin d'être renforcés en effectif. Renforçons-les en effectif. Ils ne demandent que ça. Non, je termine sur un point. Je vous dis, même au niveau de la gendarmerie, ils prennent des auxiliaires. C'est des gens qui sont recrutés dans l'armée. Ils servent pendant un certain temps. Voilà, parce qu'ils sont en sous-effectif.
Absolument. Donc pourquoi ces agences de sécurité de proximité, on ne peut pas les mettre à la disposition de ces gendarmes-là? Non mais écoutez, moi, c'est ce double... Là où je vais éclairer... Oui, simplement, pourquoi avoir choisi justement de créer cette agence alors qu'on aurait pu simplement prendre plus d'auxiliaires? Là où je veux éclairer, c'est en quelque sorte l'agence en tant que telle travaille en connivence avec les forces de sécurité du pays. Dans la presse de la semaine déjà, de cette semaine du 9, on affirmait que la police et la gendarmerie n'en veulent pas. La police et la gendarmerie ont signé ce qu'on appelle une convention avec l'agence. La police en a pris une bonne, je pense, ils ont pris 1000, la gendarmerie a pris 2000. Donc, si on me dit que ces gens-là ne sont pas d'accord avec la création de l'agence, je ne sais pas où est-ce que les gens ont tiré cette information. Même dans l'organigramme même de la structure, l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, beaucoup de nos éléments viennent de la police. À savoir, la responsable des ressources humaines, c'était le chef de personnel de la police nationale. Le responsable, le directeur des opérations DOP, c'est un commissaire venant de la police. Le responsable de l'exécution d'État sur le terrain, c'est un commissaire de la police. Donc, on travaille en connivence avec la police. Dire qu'il n'y a pas de la gendarmerie partout au Sénégal, je vous dis, je défends mordicus que la gendarmerie n'est pas partout au Sénégal. Je le défends. Ben, écoutez, il n'y en a pas partout au Sénégal. Mais ce n'est pas ça l'objet de la discussion. L'objet de la discussion, il ne faut pas ne pas dire qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le maintien de l'ordre et le service. Il faut le faire, le distinguo. Si on n'est pas vous ne jouez pas simplement sur les mots pour justifier cela? Aucunement, je ne le ferai jamais. Parce qu'en plus, ces temps-ci, vous débauchez même des confrères dans la presse pour étoffer votre service de com à l'agence de sécurité de proximité. Écoutez, nous pensons que toutes les ressources humaines du pays, il n'y a pas de distinguo entre la presse ou bien quelqu'un qui vient de l'armée. Nous les utilisons pour rendre un service public. Mais quand même, il faut que les gens tombent d'accord sur ce fait-là et surtout que les gens soient sérieux dans la communication. L'agence en tant que telle est en train de travailler pour assurer la sécurité. Donc je veux que M. Dieng qu'on soit d'accord sur ce concept-là. Et effectivement, c'est ce concept. Il n'y en a rien à jouer sur les mots. Il y a tout en ce qu'on appelle le maintien de l'ordre et le service de l'ordre. Comme je l'ai dit, le maintien de l'ordre revient à l'État. Écoutez, non, je termine s'il vous plaît. Allez-y. Le service de l'ordre. Le service de l'ordre, c'est juste une prestation que les gens donnent. Ça peut être donné par d'autres personnes. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, si vous prenez les lieux les plus reculés au Sénégal, si toutefois on tombe d'accord sur le fait qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Rapidement, pour que l'on puisse avancer. Si vous allez dans le bas-fond du Sénégal, vous verrez que la violence dans les stades, la police ne peut pas gérer ça. La violence pour le vol. Mais précisément, en lui donnant plus de moyens, la police ne pourrait toujours pas? Ça dit que ce n'est pas question de moyens. C'est une question de maillage territorial. Donc la police est incapable de gérer ça? Je ne le dis pas, mais je dis que c'est un problème de maillage territorial. Dans toute structure au Sénégal, il y a ce qu'on appelle le maillage. Vous prenez la police, il y a leurs compétences à un niveau, la gendarmerie, il y a un niveau de compétences, mais quand même, nous prenons sur la base territoriale pour dire qu'il y a des lieux les plus reculés du Sénégal où la sécurité n'a pas été assurée. Donc, on utilise l'argent de l'État pour créer l'emploi et pour créer la sécurité. Nous vous avons compris. Alors, rapidement, M. Dieng, pour Non, mais c'est moi ce qui me gêne un peu. C'est vrai, moi, je n'étais pas d'accord sur l'agence de sécurité de proximité. Je n'étais pas d'accord. Mais je ne suis pas un homme têtu. Comme ils ont dit, bon, c'est ça qu'il faut. Moi, j'ai dit, OK, on y va. Mais d'après ce qu'on voit, ce qu'on a vu, et ce n'est pas la première fois, ça. Il y avait déjà une alerte avant. Ça, c'est la deuxième. Alors, si vous me dites que déjà, la police en a pris 1000, la gendarmerie 2000, ou l'inverse, ça fait déjà 3000. Ouais. Ah, mais pourquoi il y a ce problème? Alors, on parle d'infiltration. Infiltré par qui? Non, moi je pense que on n'est pas une opposition systématique. Vraiment, ce pays-là nous appartient tous. Nous voulons peut-être que ça marche. Cet emploi-là, c'est les emplois des jeunes. C'est nos fils, c'est nos neveux, c'est nos petits frères. Moi, tout le monde, vous-même, je sais que vous voulez que ces jeunes-là aient du boulot. Mais donnons-leur un boulot qui ne pose pas problème. En comment? On a vu les images, M. Cissé, d'Alourel. Des gens à qui sont préposés à notre sécurité, qui installent l'insécurité, mais je vous dis, il y a un problème.
Donc, si vous persistez dans l'agence, moi je ne suis pas contre, voilà. Mais faites-nous les ajustements et rapidement pour que, quand même... Bon, soit dit en passant, après la sortie de Maître Pape Ralignan en affirmant qu'il y avait eu infiltration, une autre sortie quelques heures plus tard se voulait plus menaçante et où l'on annonçait que toute personne ayant manifesté sera radiée. Ce qui sous-entendait quand même qu'il y avait bien des gens de l'agence de sécurité de proximité parmi. Voilà. Il y en avait au moins quelques-uns. Non, je vous dis qu'il y a des gens de l'agence qui sont à l'intérieur. Qui était dans ça. Juste pour clore ce sujet, c'est pour lui dire qu'on a donné à la gendarmerie 1000, à la police 1000, mais ces gens-là n'ont pas encore plus de service. Ce sont ces temps-ci qui sont en train de faire le déploiement. En ce qui concerne ceux qui ont été repérés comme faisant des ajustements, là, la direction elle est catégorique par rapport à ça. On ne peut pas être une agence qui va former des gens en sécurité de proximité et en même temps créer le désordre. Là, on est catégorique. Toutes les personnes qui seront repérées seront automatiquement enlevées. Ils sont licenciés, enlevés, c'est très simple. On l'a compris. Nous avançons un tout petit peu justement dans cette émission actuelle, c'est du 9 mars 2014, pour voir un tout petit peu le front social. Bon, il est incandescent vraisemblablement ce front social. Nous allons suivre un élément sur l'incendie du marché central de Kaolack, le 29e incendie qui a touché ce marché depuis l'an 2008. Nous allons suivre juste après la réaction de certains marchands ambulants qui s'estiment complètement oubliés par les autorités de la République. Nous suivons cela et nous parlons du front social et de ses incandescences. Magnéto. Encore un incendie au marché central de Kaolack à la rue Cheikh Ibra Fall. 5 cantines ont été complètement calcinées. Des dégâts estimés à plusieurs millions. Qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu le feu ici. Les deux télés ont brûlé. Tout le matériel a brûlé aussi avec. Le feu s'est propagé rapidement et le feu est venu de derrière. C'est le 29e incendie enregistré dans ce marché central de la capitale du Saloum. Bon, j'interpelle exactement les autorités, en particulier le président de la République. J'aimerais savoir exactement si Kaolack fait partie du Sénégal. Parce qu'à chaque fois qu'il y a incendie, les autorités sont inertes. Ils ne réagissent pas. Jusqu'à présent, on ne voit même pas une autorité. Et ça, vraiment, je me demande, est-ce que réellement on est des Sénégalais? C'est ça la question que je vous pose au président de la République. Encore une fois, Thiès avait des problèmes ici. Hein? Il y a eu un incendie au niveau des caisses. Ils ont tous réagi. Qu'est-ce que Kaolack a fait au gouvernement? C'est la énième fois qu'il y ait incendie à Kaolack et que les autorités sont inertes. Pourquoi? Barka Cissé, le mot est, si l'on peut dire, en vogue, la question de la rupture. En regardant un tout petit peu le front social, outre cet élément sur l'incendie du marché central de Kaolack, il y a eu toute une série de manifestations, tant chez les médecins que chez les enseignants. Peut-on aujourd'hui dire, les yeux dans les yeux aux Sénégalaises et aux Sénégalais, qu'il y a une rupture dans la gestion des affaires de la cité? Mais effectivement, je regardais l'élément avec une attention particulière. Et on peut dire, effectivement, il y a rupture. On ne peut pas dire autrement. Mais quand même, une rupture, elle est tout le temps progressive. On ne peut pas se lever du jour au lendemain et créer la rupture à 100%. On est dans le processus de le faire. On est en train de chercher tous les éléments nécessaires qui nous permettent d'arriver à ce processus-là. Donc, ce qui me permet de faire un peu une petite transition ou bien briefer un peu sur le plan Sénégal émergent, qui est aujourd'hui un cadrage macroéconomique qui permet au chef de l'État, au président de la République, de trouver tous les éléments, toutes les réponses par rapport aux préoccupations des Sénégalais. Des préoccupations du point de vue économique, que ce soit du point de vue social, que ce soit du point de vue économique, donc ce sont des éléments qu'on est en train de chercher. Donc je pense que le président de la République est en train de faire des efforts allant dans ce sens. Tout ce qu'on demande aux Sénégalais, on ne demande pas d'être trop patient, mais c'est d'être un peu patient par rapport à l'exécution de ce travail-là. Donc la rupture, le président a fait juste 2 ans, on a commencé à le faire. Et ça, c'est du point de vue juridique, on a commencé, parce que ça sont des textes et des lois. Mais en ce qui concerne l'économie, toute personne qui connaît le fonctionnement d'une économie, c'est qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain et tout changer. Mais nous avons déjà mis en place tous les fondamentaux, on a jeté les bases,
Nous avons été les balbutiements de cette révolution-là. Donc je pense avec l'application du plan Sénégal émergent, le Sénégal va changer de visage, mais aussi toutes les dispositions ou bien tout le programme du président de la République envers les Sénégalais connaîtra son épilogue. Et là, ça sera un passé derrière nous. Mais je précise et je persiste que la rupture, elle sera totale avant la fin du mandat du président de la République. Mamadou Dieng, la rupture en question, lorsqu'on constate que le marché, pour ne prendre qu'au niveau microscopique, le marché de Kaolack brûlait, il brûle toujours. Bon, peut-être qu'il faudrait créer des pompiers de proximité de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez, Mamadou Dieng? Non, d'abord, je suis un peu inquiet quand je l'entends lier tout ça avec le plan émergent Sénégal, pensant que c'est une panacée, que enfin tous les problèmes vont être réglés, en oubliant de dire aux gens que les 3 000 et quelques milliards qui vont peut-être venir, peut-être, parce qu'il y a un problème de mobilisation des fonds après, c'est des engagements, c'est des promesses, des financements, que c'est une dette. Donc cette mauvaise compréhension, mon ami Cissé, des contours de ce plan m'inquiète au premier chef. Et vous avez parlé du Front social, ces médecins qui réclament des indemnités, ces enseignants qui demandent des indemnités, les jeunes qui s'impatientent, on a vu, l'agence de proximité de sécurité, c'est quoi? Ils te parlent d'argent, hein? Ils te disent les salaires. L'argent, c'est tout de suite là. Donc je trouve que c'est un très gros piège dans lequel le Sénégal est en train de tomber. J'espère que je me trompe. Et d'ailleurs, moi j'en profite pour féliciter le chef d'État parce qu'il semble qu'à la paire, quand le président voulait rentrer de France, là, du club de Paris, ils ont voulu organiser pour fêter avec les tam-tams. Oui, vraiment, le président, il arrive. Il a dit non, pas de tam-tam, attendez. Ça, au moins, je le félicite pour ça. Parce qu'au moins, il a compris que c'est des dettes. Alors, je pense qu'il ne faudrait pas prêter à ce plan l'ambition qu'il n'a pas. C'est une invite au travail, à l'effort. Alors, la rationalisation, lui-même l'a dit, il a commencé par dire, le président a commencé par dire, bon, il faut être sérieux, maintenant c'est fini, il faut... Voilà, moi, ce langage-là, je comprends ça. Mais vouloir le présenter comme vraiment ce qui va venir régler tous les problèmes en disant, bon, on est au début, il n'a fait que 2 ans, c'est 2 ans sur 5 ans, hein. Bientôt, la moitié du mandat est finie, hein. Il ne reste plus beaucoup de temps. Après, il faut aller en campagne. Donc, 2 ans, c'est déjà beaucoup sur 5 ans. Le président, il a dit, il fait 5 ans. Donc, je crois que par rapport à ces échéances-là, il faudrait aussi être très prudent. Alors, ces marchés qui brûlent comme ça, Kaolack, Thiès, il a dit, maintenant on se repose même à Thiès. Oui, à Thiès, quand ça a brûlé, les gens sont venus régler, nous, ça brûle, on ne voit personne. Vous voyez là où ça mène tout ça. Parce que c'est un problème de marché qui se pose au Sénégal qu'il faut poser en tant que tel. Les marchés sont très mal occupés, les marchés sont très mal desservis en termes de mobilité. Je ne sais pas si vous promenez parfois dans les marchés. Moi, j'habite à côté des HLM. Hein. Vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas accéder. Des gens, ils achètent des cantines à coût de millions. Excusez-moi. Hubert, il y a un souci. Tu mets des gens qui parlent alors qu'on n'a pas de son. Merci. Non, je règle des détails purement techniques. Oui, vous disiez, donc, reprise. Ce qu'on a dit, c'est bon ou c'est pas bon? Non, je faisais des réglages avec mon équipe technique. Désolé, parce que j'ai essayé de les faire silencieusement, mais visiblement, non, il fallait les... Désolé. Donc, à propos des marchés, M. Dieng, vous disiez? Non, je disais, c'est un problème de... presque national. Très souvent, les marchés brûlent. On a eu Sandaga, on a eu Thiès, la Kaolack, avec l'élément qu'on voit. On doit se poser la question de savoir pourquoi les marchés brûlent comme ça. Très souvent, ce qui est dit, c'est la construction du marché. La construction, la mobilité à l'intérieur, l'accès, c'est un problème. Vous prenez au marché des HLM, les gens achètent des cantines à coût de millions, il ne faut pas l'occuper. Parce qu'il y a des gens, mes amis, moi je les appelle mes amis, marchands ambulants, mais fixes, qui vendent la même chose que toi sur l'artère. Donc le client ne peut même pas accéder. Donc il y a un problème d'organisation générale, globale, des marchés. Moi je pense que... De ce point de vue, pour vous, la pagaille est demeurée pareille depuis l'accession du président Macky Sall. Non, même avant. Même avant.
Même avant, non, ça au moins, je ne dis pas que c'est depuis que c'est arrivé que les marchés posent problème au Sénégal. Ça, il faut qu'on soit d'accord, il faut que les gens s'arrêtent parce que c'est quand même des lieux de vie. Moi, j'avais un aîné qui me disait, quand j'arrive dans un pays étranger, si je veux comprendre comment ce pays, l'image, il y a une bonne image du pays, je vais au marché. Quand je cherche un Sénégalais, je vais au marché. C'est le cœur du village. Il y a eu rupture entre la gestion des marchés. Oui, Barkassi. Voilà, moi je voulais, par rapport au marché qui brûle tout le temps, dire que effectivement, ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui, comme il a si bien précisé. Mais vous avez annoncé la rupture. C'est ça que je veux expliquer. Mais quand même, il faut reconnaître depuis que le président est venu, depuis que M. Macky Sall a accédé à la présidence, il y a eu un renouvellement du circuit électrique de Dakar. Il faut le reconnaître, tous les travaux qui sont ici. Donc les gens sont en train de changer. Tous ces projets sont des projets qui sont latents, qu'on est en train de faire l'exécution. Et là, ce qui nous ramène un peu à l'exécution du plan Sénégal émergent, il me dira que je suis trop ambitieux, même si lui, il est un peu pessimiste. Quand même, ce plan nous permettra de financer pas mal de programmes. Dès à présent, il y a eu le désengorgement de Dakar que les gens ont fait, à savoir le marché de Sandaga, depuis qu'il y a eu un incendie au niveau de Sandaga. Un de plus, d'ailleurs, durant cette semaine également du 9 mars, des marchands ambulants se sont étonnés que l'on ne sache toujours pas quelles sont les circonstances exactes de cet incendie du marché Sandaga. Une enquête avait été annoncée. Est-ce que le pouvoir n'essaie pas de noyer le poisson? Quand il y a une enquête, ça revient du domaine de la justice. Mais ce que je peux vous dire en tant que citoyen sénégalais, c'est que exactement aujourd'hui, on est en train de faire une épuration au sein des marchés. Une épuration? Une épuration en tant que telle, c'est-à-dire que d'enlever tout ce qu'il y a comme encombrement, comme vous l'avez souligné, puisque vous habitez au niveau des HLM, vous l'avez encore souligné, le problème des marchands ambulants qui ont des tabliers, ou bien qui sont même devant des boutiques, est-ce qu'on va les appeler les marchands ambulants? Donc il y a tout ce processus que l'État est en train d'exécuter afin que les marchés sénégalais soient un lieu vivable, que ce soit un lieu où les gens peuvent vendre correctement, où les gens peuvent acheter correctement sans pourtant qu'il y ait des problèmes. Mais quand même, il faut reconnaître aussi que par rapport à l'électrification, parce que tout le temps les incendies, les gens ne connaissent pas les causes, mais des fois il y a l'électricité qui fait défaut. Mais le circuit électrique est en train d'être réfectionné, que ce n'est pas seulement au sein des marchés, mais c'est dans l'espace sénégalais. À Dakar, tout ce que vous voyez comme canaux que les gens pensent que c'est de la téléphonie, non, c'est le réseau électrique de Dakar qui est en train d'être changé. Donc ce sont des programmes que le président est en train de discuter et nous le félicitons par rapport à ça. Et nous l'allons accompagner jusqu'à l'exécution de ces projets. Revenons un peu par rapport au mandat que le président est en train de discuter, ça, on a fait 2 ans, il nous reste 5 ans. Il vous reste 3 ans. Il faut rester 3 ans. Il faut que les gens acceptent, excusez-moi, c'est un hiatus, il faut que les gens acceptent que durant ces 2 ans, le président a beaucoup fait. Ça veut dire que le Sénégal n'est pas seulement marché, le Sénégal n'est pas seulement économie. Du point de vue juridique, nous avons pu changer beaucoup de choses. Du point de vue économique, il y a des choses que nous avons changées. Donc, il faut que les gens... En tout cas, vous avez beaucoup mis en prison. Non, ça veut dire que... mais écoutez, la prison aussi fait partie de la vie en société. Ah oui, ça c'est l'exception. Non, ce n'est pas une exception. Écoutez, quand les gens vivent en société, il faut qu'il y ait de la prison. Parce que si les gens sont en train d'exercer un pouvoir ou bien un mandat, il est des fois probant que certaines, dans l'exécution de leur mandat ou bien dans l'exécution des pouvoirs qui sont conférés, de faire certaines erreurs. Et si ces erreurs sont toutefois... Mais pas en violant la loi. Écoutez, ne dites pas en violant la loi. On a mis des gens en prison, non, mais en violation de la loi. Ce n'est pas une violation de la loi. Aucune loi n'a été violée. Parce que l'exécution ou bien la loi en tant que telle, ce n'est pas l'exécutif qui le fait. On laisse ça dans le domaine des juridictions. Nous ne traitons pas les questions... Mais les États-Unis vous ont tapé sur les doigts récemment en matière juridique en vous disant que les gens que vous mettez en prison sans respecter les procédures... J'ai confiance à la justice de notre pays. Nous avons confiance à la justice de notre pays. Nous les confions les dossiers et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. L'essentiel, tous les organismes des droits de l'homme, RADDHO, Amnesty International vous ont condamné. Ça fait beaucoup quand même. Écoutez, le fait que Amnesty condamne ou bien qu'une autre institution condamne, ce n'est pas à moi de dire que c'est bon ou mauvais. Ce que je peux vous faire comprendre, nous, ceux qui accompagnent le président de la République, nous l'accompagnons dans la bonne marche des affaires publiques. Il faut le conseiller. Non, écoutez. Le conseil du président, il en a suffisamment de conseils. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que la justice restera la justice. Et on laisse tout ce qu'il y a comme problème juridique dans les mains de la justice.
C'est ça que nous, comme ça, nous ne sommes pas comme le PDS ou bien les gens qui étaient là. On ne s'initie jamais dans la gestion de la justice. On laisse ça à la justice et on fait le travail en tant que tel. La question. Moi, je voulais seulement lui dire avant que, parce que vous avez parlé des systèmes électriques qu'on est en train de réfectionner au Sénégal, qu'on est en train de changer les câbles. Et on installe des caméras un peu partout par la même occasion aussi. J'espère que ce n'est pas les câbles qui ont été dérobés aussi, ça c'est le problème de la sécurité. Parce que je sais que sur l'autoroute, les cousins sont partis retirer les câbles, vous êtes en train de les changer. Il ne faut pas dire aux Sénégalais que aussi vous êtes en train de... L'État ne vole jamais les câbles pour les installer. Je reviens un peu sur le problème de caméras que vous avez dit. C'est ça le problème fondamental du Sénégal. Tout le problème du Sénégal repose sur le manque de sécurité. C'est ce qui fait encore, ce qui remet sur la table la question de l'agence de la sécurité de proximité. Il faut que la proximité soit présente partout. Mais en ce qui concerne les caméras, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui brûlent les feux, vous le savez mieux que moi. Vous ne l'avez pas tout de suite de votre chauffeur en disant il faut que les gens lisent juste le code de la route. Je ne l'ai pas bien saisi, mais quand même vous avez fait allusion à cela. Si vous prenez le long de l'autoroute à péage, où les voitures roulent à 150 à l'heure, vous voyez des Sénégalais traverser sans pour autant comprendre qu'ils sont en danger. Si vous prenez la route menant vers l'aéroport, où il y a des échangeurs, il y a aussi des passages piétons, les gens préfèrent traverser la route. Donc c'est toutes ces questions que les gens... en quoi une caméra, pour être rapidement, en quoi une caméra peut permettre de résoudre ce problème-là? Une caméra, ça veut dire qu'il y aura une administration à distance. Dans tous les pays développés, maintenant les gens ne se mettent plus dans la rue pour dire écoutez, vous avez brûlé un feu. Mais si vous le faites, il y a des détecteurs magnétiques qui automatiquement, parce que tous les plaques du Sénégal sont informatisées et centralisées sur un fichier. Il suffit juste de faire une infraction, automatiquement vous êtes repéré. Et ça se passe dans tous les pays, ce n'est pas seulement au Sénégal. Barka Cissé, pour les véhicules, ce serait compréhensible. Mais prenons le cas du piéton. Le piéton, c'est ce que j'ai dit. Les agents de l'agence de sécurité de proximité, il y a le ministère des Infrastructures qui a pris au minimum vers les coûts de, je pense, de 900 agents. Et toutes ces personnes vont assister par rapport à la circulation, vont assister à la circulation, vont aider aussi les gens qui sont... Ça n'a rien à voir avec ceux de la mairie, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ce sont des gens qui seront utilisés pour assurer la sécurité routière. Donc, c'est ça que je vous dis. L'agence est en quelque sorte transversale. Non, ça c'est le drame de notre pays. On règle les choses les plus compliquées pour laisser les choses les plus simples, les choses de la vie de tous les jours. C'est-à-dire? Le drame du Sénégal, vous allez dans beaucoup de carrefours. Notre problème, c'est d'avoir un feu qui marche. Et c'est avec des embouteillages, des problèmes incroyables. Des mendiants qui traversent, qui te tapent les vitres. On ne les règle pas. C'est dans la plupart des pays du monde. Oui, non, attendez. Moi, j'ai vu ça. Non, ça, j'ai vu ça au Nigeria. J'ai vu ça au Nigeria, je vous dis, il y a quelques années, à Lagos, j'étais surpris. Mais vous avez vu finalement le Nigeria où est-ce que ça arrive. Un pays, ça s'organise. Il y a des fondamentaux, il y a des choses les plus simples qu'il faut d'abord régler. La mobilité, aller et venir. Vous ne pouvez pas aller et venir, aller à Koloban. Vous voyez une personne avec de l'huile qui boit à combien de degrés? Au milieu de la société qui fait des beignets pour vendre. Et il n'y a personne pour lui dire qu'ici c'est fait pour marcher, c'est pas fait pour vendre des beignets. Alors on s'occupe de caméras qui vont aller filmer, je ne sais pas quel... Ça, tout le drame à mon avis, parce que ce pays-là nous appartient tous, nous voulons que ça marche. Moi, les volontaires de la mairie, je ne suis pas contre eux. Je sais qu'ils peuvent servir. Il faut qu'on se comprenne bien. Si on les mettait dans les écoles, à l'heure de pointe, qu'ils aident les plus jeunes à traverser la route, j'applaudis de deux mains. Ben, quand je les vois à la place de l'Indépendance, devant la BIAO, une voiture qui arrive, il y a une passage piétonne, bien matérialisée. Et c'est un volontaire qui vient dire au véhicule, arrête-toi, il y a le piéton qui passe. Je dis, ça, c'est pas bon. Non, mais et ça pose des problèmes. Attendez, je termine. Je dis, j'en viens aux caméras. On s'occupe des choses les plus compliquées et on laisse les choses des Vespasiennes. Là où on peut se soulager quand on a envie de le faire. Ça, c'est des choses qu'on pense, dont on ne s'occupe pas, mais on le voit tous les jours, tout au long des murs de Dakar. Et ça n'existe qu'au Sénégal. Non, il faudrait qu'on se comprenne bien. Où on fait les choses comme tout le monde, Casablanca, Rabat, Le Caire, Abidjan, Dakar. Ou on habite dans un village, on fait ce qu'on veut. Mais alors, ne nous amenez pas de caméra. Mais écoutez, M. Dieng, ça dit que dans votre argumentaire, vous posez des problématiques et vous les répondez en même temps. Ah, non, écoutez, heureusement. Non, ça dit que si vous parlez
en parlant de la sécurité en tant que telle, sécurité routière, vous dites que l'agent en tant que tel devait s'occuper de passage pour les élèves qui sortent d'une école. Le volontaire, s'il l'avait fait. Non, le volontaire, ça revient à notre question de départ. Parce que le volontaire, même les gens de la sécurité de proximité, sont des volontaires, en quelque sorte. Ce sont des volontaires à qui on donne une pécule. Ces gens-là, recrutés ou bien mis à la disposition du ministère de l'Enseignement, ce sont ces mêmes gens qui seront affectés au niveau des écoles pour faire traverser les gens. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de gens, il y aura certains agents. La mission évolue alors. Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront affectés au niveau des collectivités locales. C'est pour assurer la sécurité de proximité au sein des mairies et des conseils départementaux, si toutefois c'est comme ça que ça s'établit. Il y aura certaines qui seront affectées au niveau des inspections pour assurer la sécurité de ces gens-là. Il y aura d'autres qui seront affectés au niveau de la justice pour assurer la sécurité. Donc, comme je l'ai dit au départ... On a même parlé de certains dans les stades. Mais rapidement, Barkassi, c'est la seule question posée tout à l'heure, mais à laquelle vous n'avez pas répondu, par rapport au cas des routes. Par exemple, non loin de Walfadjri, au rond-point 6, il y a une caméra qui est installée quelque part par là sur les deux voies. Alors, la question c'est, pour les véhicules, soit on peut identifier un véhicule avec sa plaque, mais quel est l'intérêt d'une caméra pour tous les piétons qui traversent comme ils le souhaitent? Est-ce utile et est-ce qu'on ne rejoint pas ce que M. Dian disait? Est-ce qu'au lieu de se donner tout ce mal pour creuser, installer les câbles, hisser la caméra, ainsi de suite et la faire fonctionner, est-ce que le plus simple n'était pas d'utiliser cet argent pour payer un préposé à la police ou à la gendarmerie qui aurait fait la circulation? Parce que ça, la caméra, est-ce qu'elle peut remplacer l'élément humain? Non, vous savez, la caméra, elle est administrée à distance par des moyens humains, comme vous l'avez dit. Oui, mais le problème est que vous savez, l'insécurité au Sénégal, par rapport à l'insécurité routière, surtout en ce qui concerne la police et la gendarmerie, vous savez, la majeure partie des policiers ou bien des gendarmes, il y a certains qui commettent des infractions, mais il suffit de donner 2000 francs pour s'en sortir. Il suffit de donner ça. C'est pas sûr, parce que l'actualité vous a rattrapé cette semaine. L'animateur il paraît que quelqu'un s'y a amusé et bon, 2000 francs, ça risque 2 ans de prison, paraît-il. Ok, nous tous nous fréquentons les routes sénégalaises. Nous utilisons des voitures. Ce n'est pas pour la première fois et ce n'est pas une fois ou 2 fois qu'une personne a été arrêtée comme infraction en donnant 2000 francs à un policier. Peut-être que des fois, tu peux être découvert, mais c'est ça le vécu quotidien des policiers qui sont au niveau de la route. Donc pour vous, les caméras vont résoudre ce problème? Les caméras vont venir pour compléter un dispositif déjà qui est là. Parce que si vous êtes photographié ou bien si l'image est administrée à distance, il y a certains trucs que les gens ne feront plus. Donc les caméras... Mais comment vous allez faire pour l'attraper? Écoutez, ça c'est un dispositif technique que je ne maîtrise pas trop. Ça, je suis très clair par rapport à ça. Non. Mais il faut savoir que les caméras en tant que telles sont venues pour compléter un dispositif de sécurité. Il n'y a pas autre chose. Mais comment ça va fonctionner? C'est les gens qui l'ont installé qui vont le dire. Comment ça va se faire? C'est eux qui vont l'expliquer. Mais il faut qu'on soit d'accord sur ce fait. Ces caméras, c'est pour augmenter la sécurité au niveau des routes. Si vous le dites. Nous avançons justement dans cette émission pour suivre l'actualité politique en soi. Tout d'abord avec ce meeting qui s'est tenu à Thiès et lors duquel un mouvement dont est membre Abdoulaye Fofana Seck déplorait le fait que Thiès soit laissé à l'abandon depuis une dizaine d'années déjà, uniquement pour des raisons politiques. Juste après, nous allons suivre cette marche à Tambacounda pour dénoncer les meurtres qui sont devenus récurrents là-bas. On a enregistré le 9e durant la journée de vendredi, le vendredi 7 mars 2014. Nous entendrons également Soumana Dion de l'association d'assistance et de soutien aux malades mentaux qui affirme qu'effectivement, l'on n'a toujours pas arrêté les meurtriers des malades mentaux de Tambacounda uniquement parce qu'ils ne sont pas proches du président. Nous suivons cela et nous revenons juste après Magneto. Ballotés de gouvernement en gouvernement, les populations de Thiès en ont marre de toujours payer un lourd tribut. De la jeunesse malsaine au temps du président Diouf, en passant par la dualité entre le président Wade et son fils putatif Idrissa Seck, aujourd'hui le président Macky Sall, 10 ans de guéguerre, c'est trop supporté. Laisse entendre Abdoulaye Fofana Seck, le président du consensus citoyen pour la République. Depuis 2004, ça fait maintenant 10 ans, je crois que Thiès est en train de payer un lourd tribut. Les chantiers n'ont pas bougé. L'État, dans ses missions régaliennes, doit régler les problèmes de Thiès. Les infrastructures, c'est l'État qui doit les faire.
Le stade là, pour le refaire, c'est l'État qui doit le faire. Donc, nous demandons solennellement à tous les Thiessois de s'entendre sur l'essentiel. M. Macky Sall, de donner des directives fermes pour la reprise des chantiers inachevés de Thiès. Halte au meurtre perpétré contre les malades mentaux dans la commune de Tambacounda. C'est le cri de cœur des populations qui ont battu le macadam ce dimanche pour exiger de sécurité dans la ville. Nous venons auprès de vous et de votre gouvernement vous faire part de nos inquiétudes ici à Tambacounda. Voilà depuis 2 mois, nous assistons à des tueries, à des crimes contre l'humanité. Ce qui est nouveau dans ce dossier de tuerie de Tambacounda, c'est que après que nous ayons porté plainte auprès du procureur de Tambacounda, nous nous sommes rendus compte que l'État du Sénégal n'a déployé aucun moyen, je dis bien aucun moyen, pour mettre la main sur ces malfaiteurs-là. Il ne s'agit pas de déployer 20 gémis à Tambacounda, non. Il s'agit de mettre la main sur les malfaiteurs. Puisque l'État du Sénégal est incapable, je dis bien, de mettre la main sur ces bandits qui sont très bien organisés, nous allons saisir avec notre avocat, M. Hassan Diomediaye, la Cour de justice de la CEDEAO. Aujourd'hui, ça aurait été l'épouse de Macky Sall qui avait été tuée. Ça aurait été un fils de Macky Sall qui avait été tué. Dans les 24 heures qui suivent, on saura qui a commis ce crime-là. Mais aujourd'hui, c'est des citoyens sénégalais, c'est des malades mentaux. L'État fait semblant comme si de rien n'a été. Barka Cissé, vous êtes justement responsable communal de l'APR à Matam. Matam, puisqu'on parle d'insécurité où il y a eu le député Farbangom qui a fait usage de son arme. D'ailleurs, la presse l'a baptisé le second El Pistolero de l'Alliance pour la République. Est-ce qu'au fond, les politiques ou les politiciens ne sont pas le mal de ce pays? Parce qu'à Tambacounda, de plus en plus, on se dit que ce sont des sacrifices rituels parce qu'on approche d'élections. Et qui est-ce qu'on regarde? Ce sont les politiques. Bon, on a parlé de sécurité à Matam. On a quand même un député, un honorable député qui tire. Et dans le cas de Tambacounda, on ne sait toujours pas qui est-ce qui a commis ces crimes. Une fois de plus, comme le dit Ansoumana Dione, si c'était un proche du président, sans doute qu'on aurait eu la réponse rapidement. Voilà. Vous, les politiciens, vous êtes la source d'insécurité dans ce pays, au fond? Bon, avant de revenir sur l'insécurité à Matam, surtout, comme je l'ai dit communément, les événements du dimanche 2, je pense que ce qui s'est passé à Tambacounda, nous tous nous le déplorons. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement aussi, ce n'est pas parce que je suis à l'agence de sécurité de proximité, mais c'est aussi la question de sécurité de proximité qui se pose encore. Vous vendez votre agence à tous les coups. Ce n'est pas question de vendre. S'il y avait des gens du quartier qui étaient là pour assurer la sécurité de proximité, je pense qu'il y a certaines choses qui ne pourront jamais se produire. Ce n'est pas pour revenir sur la question, mais c'est pour vous dire que la sécurité de proximité, elle est transversale par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays. Mais là, déjà, la sécurité de proximité deuxièmement, c'était des coups de feu. Non, je vous dis que je ne suis pas encore venu sur le cas de Matam. Ça veut dire que s'il y a des agents dans le quartier, le premier rôle, c'est de dissuader certains actes de malfaisance. Comment vont-ils arriver à dissuader, vu qu'on sait qu'ils ne peuvent pas arrêter? Ce ne sont pas des agents assermentés. Vous savez, ceux qui font les actes de délinquance, ce sont des gens qui habitent les quartiers, des gens qui se connaissent en même temps. Rien que le fait de savoir qu'il y a un agent qui peut, à un certain moment, faire office de relais entre la police ou bien entre l'État et la population, parce que c'est ça l'idéologie de sécurité de proximité, ça peut dissuader de faire certaines choses parce que tu te dis que, bon, comme on dit, est-ce que vous comprenez? Deuxièmement, en ce qui concerne les actes qui sont commis à Matam, le 2 février, le dimanche 2 février, et je pense que dans des situations pareilles, il faut que les gens restituent les faits en tant que tels. Le député Farbangom, je ne veux pas que les gens
ramène tout à lui, parce que tout ne se ramène pas à lui, parce que c'était une activité départementale, ça n'a rien à voir avec Farba Ngom. C'est lui qui a tiré. Je termine, il n'est pas le seul à tirer. Moi, je ne suis pas... C'est encore plus grave. C'est grave. Et c'est grave ici, mais ce n'est pas le seul à tirer. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ramène tout à lui. Moi, je suis de Matam commune. Je ne suis même pas de la même localité que Farba Ngom, mais on est dans le même département. Quand les gens sont venus à Matam, parce qu'il faut que les gens se disent que cette bataille n'a pas commencé entre Farba Ngom et Matam. C'était entre... Moi, j'étais au fin fond, au cœur de l'action. J'étais à l'intérieur, j'étais même chargé de l'organisation de la journée en tant que telle. Il y avait eu la première bataille entre Matam et moi, entre les gens, le camp du maire et ceux de l'APR, c'est-à-dire que les autres partis, les autres leaders, pour des problèmes d'organisation et de représentativité. Je ne reviens pas sur ce fait-là. Mais quand il y a eu les délégations des autres collectivités locales, les 9 autres collectivités locales, à savoir Agnam, là où habite Farba, les communes de Ogo, de Ourossogui, retenez, il y a 9 collectivités locales plus Matam qui fait 10. Quand ces délégations sont venues pour entrer dans la ville, c'est en ce moment-là qu'il y a eu cette bataille-là. Mais ce n'est pas seulement Farba qui a tiré, il y a plusieurs coups de tir de feu. Il y a eu plusieurs personnes. Au minimum, il y avait 4 personnes qui étaient armées. Et je vous dis, je certifie, c'est ça qui s'est passé. 4 personnes, toutes de l'APR. Tout ce qui était là-bas était de l'APR. Tout Matam est l'APR. C'était presque le Far West, quoi. Vous trouvez normal que 4 militants de l'APR dégainent comme ça? Ce n'est pas question de... Parce qu'il y a certaines, ça n'a rien à voir avec la politique, il y a beaucoup de personnes au Sénégal qui ont un port d'autorisation dans oui, soit, mais et si la personne est en position de légitime défense, on ne peut pas lui empêcher de tirer. On ne peut pas lui empêcher de tirer. Pour vous, c'est normal? Je ne dis pas que c'est normal. Je me sens menacé, non, je tire. Je ne dis pas que c'est normal parce que je condamne jusqu'à la dernière seconde, la dernière minute, la violence. On n'aime pas la violence dans le sens politique. Donc, ce qui s'est passé est passé à Matam. Les gens se sont retrouvés et ont discuté. D'ailleurs, même la réunion qui a créé tout ce polémique-là a eu à se tenir au niveau du service de Matam. Les gens ont évoqué cette phase de l'histoire et voilà, c'est fini. Il faut juste que les gens reviennent à la raison. La communication qu'ils ont faite par rapport à tout ça, ce n'est pas une activité qui tourne autour de Farba. C'est une activité départementale. Ça n'a rien à voir avec Farba. Peut-être qu'il est beaucoup plus, on est beaucoup plus grandi, il a plus de notoriété que les autres, mais ce n'est pas Farba en tant que tel. C'est l'APR Matam en tant que tel. Voilà. Mamadou Dia, les membres de l'APR qui font usage de leurs armes à feu, c'est tout à fait, il n'y a pas de quoi fouetter un chef et qu'ils ont des autorisations? Non, c'est ça qui inquiète. Parce qu'avant, moi je sais, nos cousins socialistes, la violence, c'est pas nouveau, hein. Ça je reconnais que ça n'a pas commencé avec la paix. Ici, c'était nos cousins socialistes, vraiment qui tapaient sur tout, qui bougeaient, mais ils tapaient sur l'opposition. Abdoulaye Wade de sa caravane en Dande, ouais, c'est un lutteur là qui vient avec des trucs, qui tape sur Abdoulaye Wade. Je sais pas où, Ziguinchor, etc. C'était ça. Mais vous, le problème, c'est vous dégainez entre vous. C'est ça qui inquiète. Et Farba n'est pas le seul. C'est un récidiviste. Hein? Et je crois que même au palais, il a dû donner des coups de poing et des trucs. On a rapporté une bagarre, la presse a rapporté une bagarre des gens au palais. C'est coutumier des faits. Ok, vous avez El Pistolero à Touba. Tout le monde le connaît. Lui-même, il disait que man pistolet là est politiqué. Et ça ne ressemble pas à Macky Sall. Je vous dis, c'est quelqu'un que moi je connais. Je ne vais pas de l'opposition systématique, je ne suis pas de la paire. Je ne l'ai jamais rencontré. Il ne m'a jamais appelé. Mais je le connais parce qu'on a fait la cellule initiative et stratégie. C'est un homme pacifique. Donc, vos trucs là, il faut l'arrêter. Ce pays-là ne vous appartient pas. Non, vous aurez la parole après. Parce que vous semez mais la panique partout. Et ça, ce n'est pas acceptable. Mais les cas... Moi, je pense que quand on nous dit, c'est lui-même qui le dit, dans une assemblée à Matam, qui n'est pas Kaolack, qui n'est pas Thiès, c'est une ville moyenne, Sénégal, 4 personnes qui dégainent en même temps et tout le monde tire. Non, je n'ai pas dit, écoutez, je n'ai pas dit que tout le monde tire, je dis que je ne suis pas d'accord. Il y avait 4 personnes, entendons-nous, il y avait 4 personnes. Je termine après, je termine. Avant que vous ne terminez, il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Je n'ai pas dit qu'il y a 4 personnes qui ont tiré. J'ai dit qu'il y avait au minimum 4 personnes qui étaient armées dans la foule. Ils n'ont pas dégainé pour s'entretuer. C'est-à-dire qu'une personne qui a son pistolet, des fois, quand vous l'attaquez, il sort son pistolet pour vous dissuader. Pour dire, écoutez, si vous m'attaquez, je suis armé. C'était quoi les attaques en question? Les attaques en question, il y avait les partisans du maire de la ville qui disaient qu'il n'y aura pas de rencontre dans la ville de Matam. Je ne reviens pas sur le pourquoi, comment ça s'est passé, mais sachez que c'était une confrontation entre les membres de la PR venant des autres collectivités locales et les partisans du maire de la ville.
il y a eu des tirs à feu, des tirs, mais quand même, ce n'était pas des tirs qui sont ciblés. Ça dit que c'est pour dire aux gens, écoutez, je suis armé, si vous avancez, je peux tirer. Ok, c'est noté. Oui, voilà. Monsieur Dia. Alors, donc, je n'insiste pas outre mesure. C'est un simple conseil que je vous donne. En tout cas... C'est-à-dire 4 militants de l'APR qui tirent, pour vous, ça vous pose un problème. Vous estimez que... Non, ça me paraît excessif. Il faut que les gens... C'est sans enjeu. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut justifier quand même une telle délit de violence, quoi. Je pense qu'il faut savoir raison garder. Les compétitions politiques sont les compétitions politiques, nous les connaissons tous, c'est des positions de pouvoir. Donc les gens veulent se positionner. Et c'est lié aussi un peu, moi je dis, parce que quand les gens se bagarrent pour des postes de maire, tout ça là, mais je crois que ça, il faudrait que Thomas, qu'on fasse une discussion sur ça. Parce qu'avant, quand le maire n'avait même pas de salaire, ou avait des salaires de 200, 300 000, c'était des fonctions à la limite d'honneur. Des gens qui avaient déjà les moyens, qui avaient l'habitude d'assister les populations, qui compétissent pour le poste de maire, de président de conseil régional. Il n'y avait pas autant de problèmes. Mais maintenant, c'est des salaires de 2-3 millions. 1000 litres de carburant. Il y a l'enjeu financier. Non, j'ai dit cet aspect-là, il faut le mettre là-dedans, parce que les gens ne tirent pas pour rien. Cet enjeu, cet aspect financier, peut-être c'est un autre débat sur lequel nous allons revenir, parce que moi j'ai envie de parler des chantiers de Thiès, je crois que c'est dans l'élément, j'ai envie d'y revenir. J'ai dit aussi, il faut qu'on réfléchisse par rapport à cette inflation des gros salaires qui installe la compétition à tous les niveaux. Moi j'ai été administrateur au Conseil sénégalais des chargeurs. C'était mon premier poste, j'étais un jeune fonctionnaire. Mais nous, on avait 25 000 francs. J'ai rencontré le président du conseil d'administration à l'époque, qui était le directeur général des douanes, le conseil sénégalais des chargeurs, je vous dis, il n'avait même pas 100 000 francs d'indemnité par mois. Donc il y avait moins de passion dans la recherche. C'est là où je veux en arriver, parce que, vous voyez, c'est un peu un autre sujet. Mais je dis, tous ces gens qui ont quitté leur village, qui viennent, parce qu'on est en train d'investir, on est en train de monter le comité électoral. Tout le monde sait que celui qui... Ça a été toujours comme ça. Il y a la jurisprudence. Celui qui est président du comité électoral, c'est lui qui va être maire. Non, attendez, je termine. Il n'y a même pas de comité électoral à monter. Bon, donc je me demande qu'est-ce qui peut justifier il faut qu'on dise le pourquoi de la rencontre. Il faut qu'on dise ça. Alors, je termine. Il n'y avait pas de comité à monter, ça c'est un. Non, la presse en a suffisamment fait état. Nous parlons de la violence. Écoutez, je ne veux pas de la violence, mais je vous dis qu'il n'y a pas de comité à monter, ça c'est un. Le problème de Matam, si on creuse de fond en comble, c'est un problème qui est lié à une mauvaise communication et à une intoxication au niveau de la base. Le problème le fait de vouloir monter des comités, c'est ça qui a été servi au Matamois pour que les gens puissent se révolter. Ah, donc vous avez vu que l'enjeu... Je termine. C'est ça qui a été servi au Matamois pour que les gens puissent se révolter. Et les gens ont été amenés de partout. Même ceux qui n'habitent pas à Matam, c'est ça qui a amené le problème. Il y a certains qui étaient au niveau de Matam le jour J, ils ne sont même pas de la collectivité locale de Matam, parce que je connais, il y a des gens de Tiguéré qui sont à côté, que je connais très bien, qui ne dépendent pas de Matam, mais qui dépendent de Boïdnadji. Deuxièmement, ce qui s'est passé à Matam, on a fait la rencontre le soir, le maire même était présent lors de cette rencontre-là. Le maire sortant? Le maire, pas sortant. On va vers des élections? Non, on n'est pas encore arrivé là. Quand je parle de maire, c'est le maire actuel. On n'a pas encore de nouveau actuel maire pour dire sortant. Je considère le maire qui est là-bas, c'est le maire de la ville de Matam. La réunion a été faite le soir. Le maire, qu'on dit au départ, c'est lui qui a poussé ces jeunes à se révolter, était dans cette rencontre-là. Et les gens ont parlé, le superviseur a livré le message du président de la République, et les gens se sont rendus compte que tout ce qui a été servi au Matamois n'était pas vrai. Donc on peut dire, moi, c'est là où j'appelle tous les camarades politiques de la paix, que ce soit à Matam, que ce soit à Bambey ou bien à Goudiri, que les gens reviennent à la raison, que les gens ne doivent pas fournir une mauvaise information afin d'intoxiquer la population pour que les gens puissent s'en tuer. Parce que quoi qu'on puisse dire, comme vous l'avez souligné, le président de la République prône la non-violence. C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit, c'est quelqu'un qui est pacifique. Donc si les gens sont dans des actes de barbarisme, je peux le qualifier comme ça parce que c'était du barbarisme, j'étais là-bas. Les gens se tuent, les gens se chamaillent, il y avait beaucoup de blessés. Bon. Et ça n'honore pas le parti. Donc ce qu'on peut dire à ce niveau-là, que nous condamnons avec fermeté tout acte de violence. En tout cas, tous vos camarades de l'APR ne condamnent pas. Les cadres de Matam n'ont pas été aussi fermes. Ne prône pas la non-violence, il le vit. À moins qu'il ait changé entre-temps, il le vit. Lui, il le vit, mais tout le parti le prône. Voilà. Alors, les chantiers de Thiès. Thomas, nous, on a une nébuleuse.
Les chantiers, c'est un peu comme notre truc de caméra. Par rapport aux feux rouges, on ne règle pas les feux rouges, les gens s'embouteillent, si vous permettez l'expression, dans les carrefours. On nous amène des caméras qui vont flasher des gens dont ils n'ont ni l'adresse, ni les noms, parce qu'on a un problème d'état civil au Sénégal. Et Thiès, les chantiers de Thiès, moi j'habite au cœur de la ville de Thiès, le quartier Cheikh Abdoulaye Yakhine. Un clou, les milliards vous entendez, un seul clou, un robinet ou un lampadaire, l'éclairage public, en route, nous ne l'avons pas vu. Donc mon ami et frère Fofana Seck, que j'aime bien, il le sait, je suis d'accord de poser la problématique des chantiers de Thiès, mais comme disent nos cousins burkinabés, il faut rectifier. Ça ne sert à rien d'aller faire des contournements de Thiès pour aller à Tivaouane avec des lampadaires qui éclairent la brousse, alors que mon quartier Cheikh Abdoulaye Yakhine, qui est au cœur de la ville de Thiès, il n'y a même pas un clou qu'on a investi là-bas. Et ce n'est pas le seul. Vous allez à Chine populaire, c'est la même chose. Vous allez à Darussalam, qui est le quartier le plus déshérité. Les gens, ils transportent l'eau à dos d'âne. Donc ça, c'est une grosse nébuleuse, ce que j'appelle une nébuleuse dans l'histoire des chantiers de Thiès. Je ne sais pas si on peut acheter sur les autres sujets, sur les malades mentaux, parce que c'est un sujet qui me préoccupe. Oui, vite fait dessus, avant qu'on passe aux malades mentaux. Le dossier de Thiès, je pense, ça nous permet un peu d'embrayer un peu sur la préparation des locales. Parce que moi, je pense que... Bon, juste avant déjà, on pourrait préciser qu'après cet appel d'Abdoulaye Fofana Seck, le ministre Thierno Alassane Sall lui a répondu en annonçant plutôt les projets prioritaires au lieu de la reprise des chantiers de Thiès. Bon, ceci fait, oui. Voilà, je disais que si toutefois il y a eu les chantiers de Thiès qui n'ont pas été bien choisis par rapport à la distribution des moyens, comme vous l'avez dit, votre quartier, il n'y a pas d'électricité, je pense que le nouveau code est en train de répondre à beaucoup de préoccupations par rapport à ça. C'est-à-dire que tout programme structurant dans une culture locale, le plus souvent passe par les CRD. Au niveau des CRD, il y a une bonne représentativité de différentes formations politiques plutôt. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait que les gens prennent en application ou bien que les gens acceptent ce qui est dit et ce qui est programmé par rapport à l'acte de la décentralisation. Parce que les gens disent qu'il y a pas mal de réformes que les gens vont accepter par rapport au code électoral, par rapport à la représentativité, par rapport au degré de compréhension ou bien d'appréhension des élus locaux aux différents textes qui seront proposés. Si, supposons, les gens de Thiès, je ne dis pas qu'ils ne sont pas trop instruits, parce qu'il y a beaucoup de cas de Thiès, à savoir notre ami Mamadou qui vient de là-bas, mais quand même, si on a des personnes qui sont bien outillées, qui sont bien préparées, il y a certaines errances dans l'application des programmes ne peuvent pas se produire. Parce que si toutefois, dans un programme qu'on a fait, qui a été présenté au CRD, on sent nettement qu'il y a un quartier qui a été oublié, s'il y a une bonne représentativité de conseillers, ces derniers auront la possibilité... En un mot pour vous, c'est la faute des Thiessois s'il y a eu des nébuleuses à Thiès. Ça dit que ce que je veux dire, que tout projet dans une culture locale passe par des CRD au niveau de la base. Mais si les gens sont bien représentés dans leur quartier, avant même l'exécution du projet, s'il y a problème, c'est à ce moment-là qu'on doit le signaler. Mais pas après l'exécution pour dire qu'il n'y a pas d'électrification. On a compris l'idée. Rapidement sur les malades mentaux errants. Bon, rapidement, parce que sinon il y a à manger, à boire. Hein. S'il faut être là, arrêter des collectivités locales, on n'est même pas d'accord encore. Ça va être des communes, ça va pas être des communes. Oui, rapidement, tellement de problèmes. Mais ce qu'on dit en l'espèce, c'est qu'on parle des chantiers de Thiès, qui est des fonds de l'État destinés à la ville de Thiès. Je dis il faut une répartition correcte sur la ville ou voire la région. C'est un grand débat à Thiès. Il ne faut pas nous dire attendez, une côte de machin qui n'est pas encore arrivée. Dans l'avenir, pour ce qui Non, dans l'avenir, on verra. Parce que nous allons compétir au niveau de la ville de Thiès. Bon, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de chance, la PR, au niveau de Thiès, parce que là, vous serez battu. Hein. Je suis désolé de te le dire, je t'aime bien. Mais Thiès, beaucoup l'aide. Non, tout se passe donc, on va voir. S'agissant des malades mentaux, vraiment, je suis en train de voir comment faire pour adhérer dans le mouvement d'Ansoumana Dione, que je félicite et que je soutiens. Il pose un vrai problème, Thomas. Et c'est la question des malades mentaux. Tant que ce problème-là ne frappe pas à votre porte,
vous ne pouvez pas vous rendre compte de son actualité, de son acuité. Je n'ai pas encore vécu, Dieu merci, mais j'ai un ami qui m'est très proche, dont le père s'est réveillé un beau matin, le chef de famille, qui a 3 épouses, de grands enfants, qui a des petits-enfants, qui a perdu la tête. Et tout le poussait à être à poil, nu. Tu n'as pas de structure d'accueil. Tu ne sais pas si tu es un malade, où est-ce qu'il faut l'amener? Il y a l'hôpital, c'est facile à dire, mais une structure d'accueil, on peut te le garder, surtout s'il est violent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ces gens qui errent, c'est parce que les parents ont été fatigués pour les lâcher dans la nature. Donc le problème des malades mentaux est un problème qui interpelle chaque Sénégalais, parce que c'est un cas qui peut frapper à tout moment, à toutes les portes. C'est pourquoi je dis, il est en train de faire un mouvement qui mérite toute notre, je dis même pas notre soutien, mais notre sympathie et notre soutien. Cette affaire est une affaire nationale. J'en reviens à mes fameuses caméras. Au lieu d'aller acheter des caméras, faisons d'abord des centres d'accueil pour ces gens-là qui font partie de la société. Vous allez à Dakar, le cœur de Dakar, la place de l'Indépendance. Les malades mentaux sont là-bas. Une fois, j'ai vu une femme malade mentale, elle était nue. J'ai vu une brave passante. Elle est partie enlever son pagne pour lui attacher autour d'elle. Je lui dis, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'être soignée. Pour elle, c'est toi qui es nu. Pour elle, elle est bien habillée. Elle est malade. Elle a besoin d'être soignée. Et c'est des cas que nous voyons tous les jours au niveau d'arrêt et ça ne semble déranger personne. Et c'est là peut-être le côté positif de ce qui se passe à Tamba. C'est dommage, on le regrette, mort d'homme, surtout des personnes diminuées, mais au moins ça a alerté l'opinion publique par rapport à cette catégorie de population. Ils ont droit à notre soutien. Ils ont besoin d'être soignés, ils ont besoin d'être accueillis. Il faut qu'on s'organise par rapport à ça. L'autre volet, qui est le dernier, c'est les crimes rituels. Il faut que les Sénégalais croient en Dieu. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui me dit le Ndeysaan national, pays de Teranga, ceci, cela. Bon, pour des biens, bassements matériels, pour des avantages de travail, d'élection, qui s'adonnent à de telles pratiques. On a vu des gens atteindre les plus hauts sommets dans la vie. Regardez Saddam Hussein, il était président, tout puissant, direct. On l'a retrouvé où? Dans un trou. Regardez Saïd Kadhafi. Le bonheur n'est pas seulement dans les postes électifs. Ce n'est pas parce qu'on va être élu maire. L'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Ce serait d'ailleurs pas une première. Mais oui, nous sortons rapidement de cette émission. Moi, je pense par rapport à la question des meurtres des malades mentaux, ce n'est pas une situation qui se pose présentement. Ça fait un bon moment depuis les temps passés. Il y a tout mais maintenant on est censé vivre une rupture. C'est là où je veux en venir. Juste, moi, je suis avant tout informé en ça. J'ai fait l'École nationale de travail spécialisé, je n'ai pas fait ma petite promotion, où j'ai sorti avec mes promotionnaires comme quelqu'un qui a un diplôme d'État en formation et réinsertion des personnes handicapées. Et dans tout, handicapé, ce n'est pas seulement handicapé physique, mais aussi handicapé mental, comme les autistes et trucs. Par rapport à la rupture et aux morts des handicapés, tout récemment, lors du recrutement de la fonction publique, ce qui n'a pas été fait, ça fait maintenant 6 ans ou 7 ans, l'État a recruté pas mal de travailleurs sociaux pour essayer de parer à cette situation-là. Mais comme je l'ai dit, ces gens-là ne sont pas encore déployés parce que tous ceux qui ont été recrutés à la fonction publique n'ont pas encore été déployés, ce qui est un peu à la différence à notre agence, puisque tu vas me taquiner. Depuis qu'ils ont été recrutés, ils n'ont pas encore été ventilés ou envoyés. Mais l'État est en train de faire des activités allant dans ce sens pour que les agents, les travailleurs sociaux qui sont formés à l'École nationale des travailleurs spécialisés puissent gérer ces questions-là. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, les malades mentaux font partie de la société et que si leur cas n'est pas réglé, si la situation des malades mentaux n'est pas réglée, c'est un problème d'ordre social que les gens sont en train de créer. Parce qu'un malade mental, comme vous l'avez expliqué, il ne se conçoit pas dans un handicap mental. Il conçoit c'est l'autre qu'il est. Il conçoit que lui, il vit dans son monde, même si son monde à lui n'a rien à voir avec notre monde. Donc l'État qui a les pouvoirs régaliens, l'État qui a ce rôle de cadrage macroéconomique, de ce cadrage social, c'est à lui de faire pour que tous les éléments soient en place. Mais là, on félicite le président de la République, M. Macky Sall, qui a recruté pas mal d'assistants sociaux et de travailleurs sociaux
pour gérer ces questions-là. Donc, ce qui n'est pas fait il y a cela 6 ans ou 7 ans, donc on le remercie par Vous le félicitez toujours, vous êtes dans votre rôle. Nous allons vraiment avancer pour sortir de cette émission, pour aborder le dernier bloc de sujets de cette émission. Nous allons suivre quelques faits majeurs de l'actualité de cette semaine du 9 mars 2014. Nous irons à Saint-Louis pour parler de cette affaire du lycéen qui a poignardé son enseignante de mathématiques. Nous nous arrêterons également à Kaolack pour une fois de plus entendre la complainte des cultivateurs qui n'arrivent pas à recevoir l'argent après avoir donné les graines d'arachide. Nous nous arrêterons aussi à Lompoul-sur-Mer pour écouter le désarroi des travailleurs, des pêcheurs qui voient leur activité mourir sous leurs yeux. Nous suivons cela et nous terminons cette émission dans le dernier bouquet, semaine du 9 mars 2014, l'actualité en vrac. Magnéto. C'est finalement un verdict d'apaisement que le tribunal de Saint-Louis a prononcé à l'occasion du procès ayant opposé l'élève du lycée Faidherbe à son professeur de maths. L'élève a été condamné à 2 mois avec sursis. Cela malgré le réquisitoire du procureur de la République qui demandait, en raison de la gravité des faits que personne ne nie, 6 mois d'emprisonnement ferme. Cependant, cette sentence n'est pas pour plaire aux professeurs du QSEMS. La partie syndicale n'est pas satisfaite, en tout cas, de ce jugement. Honnêtement, il faut le reconnaître. Nous attendions à un jugement beaucoup plus juste, que l'on inflige ce malfrat, une peine qui est à la hauteur de son acte. Les producteurs du Saloum très remontés contre le déroulement de la campagne de commercialisation arachidière. En dépit des promesses du gouvernement du Sénégal et des opérateurs privés, ils n'ont pas encore vu la couleur de l'argent. Actuellement, nous paysans, nous sommes en train de donner nos productions aux opérateurs qui les acheminent chez les huiliers. Et depuis que le mois de janvier a commencé jusqu'à présent, nous sommes en train de donner nos graines et aucun sou n'est encore disponible. Lompoul-sur-Mer, dans la région de Louga, un quai de pêche d'une valeur de plus de 2 milliards qui pêche à Boussé la pêche. Et ce n'est pas le seul problème des exploitants de la mer à Lompoul-sur-Mer. L'absence de concertation avec les acteurs de la pêche, le non-respect des délais de repos biologiques constituent autant de problèmes qui plombent le sous-secteur de la pêche. Nous les acteurs à la base, nous, manam état bi dafa melné manam waxul ak ñun. Bon, pour moi, les acteurs à la base ne sont pas associés aux décisions de l'État. Mamadou Dia, quel est le sujet de l'actualité de cette semaine du 9 mars 2014 qui vous aura le plus marqué? L'un de ceux que nous venons de voir ou un autre? Non, quand même, ce qu'on vient de voir, les 3 points que je vois sont quand même importants. Je commence par la campagne agricole, les arachides qu'on a vu, les camions alignés. Cette campagne, c'est une catastrophe. Vraiment, les paysans, après des mois de dur labeur, n'arrivent pas à vendre. L'État avait fixé le prix à 200 francs le kilo. Il ne peut même pas actuellement avoir 140 francs le kilo. Il suffit de faire le loum pour se rendre compte que les arachides sont quasiment restés entre les bras des paysans. Et l'oignon va venir. Donc il faudrait que l'État, on parle encore de rupture, que très rapidement qu'on puisse trouver une solution à la situation du monde paysan. Je vais vous demander d'aller rapidement, oui. J'en viens à la pêche. Je pense que Ali Haïdar doit arrêter de penser que c'est un ministre de Greenpeace. Il n'est pas un ministre de Greenpeace, il faut qu'il revienne sur terre. Il a peut-être fait une bonne chose en arraisonnant ce fameux bateau russe. Oleg Naïdenov. Mais là, le chemin qu'il prend n'est pas le bon. Je crois qu'il y a une réalité du point de vue de la position géographique du Sénégal. Il y a des espèces pélagiques migratoires qui quittent le nord pour aller vers le sud. On les pêche, ils passent. On ne les pêche pas, ils passent. Je pense qu'il faudrait qu'avec ces services, qu'on étudie avec les Russes, parce que les Russes seront là. Je pense que ce qu'ont réussi les Marocains, l'accès à la ressource, ça c'est une donnée fondamentale. Il faudrait qu'on voit avec le partenaire russe comment on peut gérer ensemble la ressource.
et ne pas s'arrêter à chercher des avions qui surveillent des bateaux, à raisonner, à poser des problèmes, parce qu'il y aura fatalement des retours de bateaux. Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils s'inspirent de l'expérience marocaine, où les Russes sont présents, mais avec une contrepartie bien étudiée. Sur le dernier sujet, rapidement. Co-géré. Oui. Alors enfin, j'aborde la violence à l'école. Évidemment, on regrette ce qui s'est passé à Saint-Louis. Mais l'école également, c'est le reflet de la société. Nous allons parler des Django et Lucky Luke, nos amis de la paire, et El Pistolero. Ce sont les enfants, ce qu'ils voient à la télévision et dans la vie de tous les jours. C'est ce qu'ils transposent à l'école. Donc si nous voulons combattre la violence à l'école, nous devons commencer par combattre la violence dans nos maisons et dans nos faits de tous les jours. S'agissant maintenant des enseignants qui disent qu'ils ne sont pas très satisfaits du verdict, c'est vrai, c'est un fait, en tout cas, moi j'ai jamais vu un élève poignarder son enseignant. Mais vous savez, c'est qu'il est quand même délinquant primaire. Je pense que la prison, est-ce que ça éduque? Je pense que pour régler ce problème, pour soigner ce jeune délinquant, je crois qu'il a besoin beaucoup plus d'être encadré que d'être mis en prison. Je pense que s'il est sursitaire, je crois que c'est une nouvelle chance, c'est une chance qu'on lui a donnée, et il faudrait maintenant que les travailleurs sociaux l'encadrent, les psychologues l'encadrent, pour qu'ils comprennent que la violence n'a pas de lendemain. Alors vous êtes doublement intéressant justement, Barka Cissé, puisqu'en tant que travailleur social, alors, on vous a, en tant que membre de l'APR, vous êtes à l'agence de sécurité de proximité et vous êtes travailleur social. Alors, ce jeune qui poignarde son enseignante de mathématiques? Voilà, moi je pense que les incidents qui sont produits au niveau du lycée de Faidherbe sont à condamner et aussi à déplorer, parce que quand même je pense qu'un élève qui a été renvoyé et qui revient avec un couteau à l'école, c'est à la limite déplorable, et aussi ça reflète aussi... Mais est-ce qu'il n'imite pas l'honorable député Farba Ngom et M. Moustapha Cissé Lo? Ben écoutez, moi je pense que le problème est beaucoup plus crucial que ça, parce que quelqu'un qui a 18 ans ou 19 ans, quelqu'un qui est au lycée, c'est pas celui-là, excusez-moi, c'est pas celui-là qu'on va changer son état psychologique, parce que la psychologie de la personne, elle commence dès le bas âge, c'est pas à ce niveau-là qu'on va l'influencer. Mais quand même, ce que nous retenons, c'est que l'école n'est pas un lieu où les gens doivent sortir des armes. C'est pas un lieu. Surtout, je pense qu'à ce niveau, dans un collège ou bien dans un lycée, on doit plus prôner ou bien inciter ou bien s'appuyer sur la guerre intellectuelle, c'est-à-dire que la compétition en tant que telle. Donc, pour résumer, pour vous, c'est simplement cet enfant qui était violent, mais il n'a pas imité les aînés. Ça n'a rien à voir. En l'occurrence, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'on ramène tout à une question politique. C'est une question sociale qui s'est posée avec un comportement psychologique à la limite qui est un peu dérangeant pour la société. On doit réfléchir par rapport à ça. Donc ça revient encore, comme vous l'avez dit, les travailleurs sociaux doivent être présents dans ces écoles pour faire de la médiation sociale. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il y a une situation extraordinaire ou bien exceptionnelle, un élève qui se promène avec un couteau dans une école, il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles. Il faut que les gens soient radicaux par rapport à ça. Troisièmement, toujours en ce qui concerne l'élève en tant que tel, vous me disiez aussi que je reviens tout le temps sur l'agence, parce que c'est ça la philosophie de l'agence. Donc pour vous, il n'a pas imité, il n'a pas imité ses aînés. Non, je termine. Il n'a pas imité ses aînés qui tirent. Non, je termine. Je ne veux pas donner de nom, parce que tout récemment, il y avait aussi notre école où les gens fêtaient leur anniversaire. Ils ont commencé à faire des bagarres, des jeunes qui sont venus pour arroger, en faisant un petit gangster. Mais ce jour-là, il y avait les gars de l'agence qui sont venus pour faire une prestation, pour faire une démonstration. Mais ce sont ces mêmes gens, les éléments de l'ASP, qui l'ont maîtrisé automatiquement et l'affaire a été étouffée. C'était dans quelle école? Je pense, non, je ne dis pas de nom. Non, c'est important pour pouvoir documenter le sujet. C'était dans quelle école? Donc, si on prend... C'était dans quelle école, Barka Cissé? Non, je ne dis pas d'école. C'était dans quelle école? Parce qu'une fois que vous donnez le nom de l'école, on peut l'identifier et ça permettra éventuellement que vous soyez démenti. C'était où? C'est pas ça qui est important. Barka Cissé. Je termine. Ce qui est important, c'est que le nombre d'agents qui seront mis à la disposition du ministère de l'Éducation vont constituer un relais ou bien vont assurer la sécurité de proximité au sein des écoles. Et que des situations pareilles... Il ne faut pas faire comme la mairie, à se bagarrer avec les machins. Écoutez, nous avons des gens qui sont formés, qui ont subi une très bonne formation d'ailleurs. Et qui ont affronté la gendarmerie, ils l'ont prouvé. Qui ont fait une très bonne formation, rapidement. Et qui seront encadrés pour
mettre ce qu'on appelle le service d'ordre. Nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. C'est vous qui le dites. Deuxième point sur lequel je voulais intervenir, malheureusement, nous n'avons pas le temps, c'est un peu ce méli-mélo ou bien cette confrontation entre l'hiérarchie juridique entre CREI, cour de cassation et cour constitutionnelle. C'est pour dire que... Ah tiens, c'était un sujet intéressant. C'est pour dire que tout a été hiérarchisé dans ce pays. Je pense que à ce niveau, la Cour de cassation doit savoir quels sont ou bien où se limitent ses domaines d'action. Vous savez, quand un Sénégalais ordinaire même... La Cour de cassation ou la Cour suprême? La Cour de cassation. La Cour de cassation, parce que si un Sénégalais a un problème juridique ou bien un problème devant la justice, vous avez la possibilité de faire un recours, juste saisir les tribunaux pour dire que je ne suis pas d'accord, je veux que la chose soit jugée en mon faveur. Si ça ne passe pas, vous avez aussi la possibilité de s'approcher, de demander une juridiction beaucoup plus supérieure pour que ça passe. Et si aussi vous n'avez pas gain de cause ou bien vous n'êtes pas encore satisfait, c'est en ce moment-là que vous faites recours au niveau de la Cour suprême pour demander qu'il y ait une cassation. Voilà, c'est la Cour suprême, c'est l'arrêt numéro 23. Pour qu'il y ait une cassation. Maintenant, ça pouvait être bon si toutefois il n'y avait pas le Conseil constitutionnel qui se met au milieu. Parce que la Cour de cassation, quand elle donne son verdict, ça veut dire qu'on retourne tout à zéro. Mais dès l'instant qu'on a le Conseil constitutionnel qui est à l'intérieur, il faudrait attendre que le Conseil constitutionnel donne son avis par rapport à la constitutionnalisation, la constitutionnalité de la loi sur la CREI. Donc c'est là où le bas blesse. On peut dire que le Cour suprême est allé trop vite en besogne. Et si toutefois, c'est ça le problème que les gens n'ont pas parlé, si toutefois le Conseil constitutionnel dit effectivement que la loi sur la CREI est anticonstitutionnelle et constitutionnelle, là il y aura un problème avec l'ordonnance que le Conseil, comment s'appelle encore, que le Cour suprême a donné. Donc c'est ça le polémique. Il fallait attendre que le Conseil constitutionnel donne son verdict avant que la Cour suprême ne puisse statuer sur ce fait-là. Maintenant, juste pour terminer, ça c'est un message que je donne à mes camarades politiques, mais aussi à mes parents qui sont à Matam, que ce qui s'est passé à Matam, nous tous nous le déplorons jusqu'à la dernière minute, et nous pensons que les gens se sont revenus dans des conditions normales, et que le fait politique ne doit pas diviser en quelque sorte les gens qui sont de la même famille. Parce que quoi qu'on puisse dire, moi je suis de Matamville, tous ceux qui sont bagarrés, que ce soit du premier camp ou du deuxième camp, ce sont des gens de la même famille. Et finalement, quand ils ont terminé la bagarre, ils sont retrouvés autour du barada, ils ont piloté ensemble. Et si par hasard il y a certains qui sont blessés ou bien qu'il y a eu des morts, ce n'est que regrettable, parce que ce sont les membres de la même famille. Ça n'a rien à voir avec la politique, mais ce sont les membres de la même famille. C'est noté. Oui, rapidement sur la CREI, Mamadou Dia. La CREI, bon, c'est... Je ne suis pas d'accord sur la façon dont il l'a expliqué. Je pense que l'arrêt de la Cour suprême a été un coup de tonnerre, parce que c'est pour la première fois que cette juridiction prend une telle décision en demandant au Conseil constitutionnel de trancher le dossier de M. Karim Wade. Vous savez, M. Karim Wade, son cas a été examiné par la Cour de la CEDEAO, qui a rendu un arrêt. Qui n'est pas interprété de la même façon selon qu'on soit bleu ou marron. Ils ont eu tort, parce qu'ils ont dit très clairement que la présomption d'innocence n'a pas été respectée, et qu'il y a la hiérarchie des textes, les conventions et les traités sont primes sur la loi nationale. Donc le Sénégal est un pays connu pour sa rigueur juridique. Nous avons de grands juges dans ce pays, les Charles Foster, les Kebamba et autres. Je regrette que le Sénégal, sur certains aspects, n'a pas respecté le droit, n'a pas dit le droit. Je pense que l'affaire Karim Wade est un boulet qui est actuellement au pied de l'État. Son affaire est très claire. Pour ses inculpations, les mises en demeure, chaque mise en demeure, l'État a 6 mois pour tirer l'affaire au clair. Il va aller vers la 3e mise en accusation. Ça fait 3 fois 6 mois. Et que honnêtement, vraiment, si on dit très sérieusement, sans parti pris, moi, M. Karim Wade, je ne le défends pas. Je peux dire même à la limite, je ne le connais pas. Mais ça devient une question
droits de l'homme. Moi, je dis que s'il n'y a pas des choses sérieuses à lui reprocher, on n'a qu'à le laisser rentrer chez lui. Au départ, on nous a dit qu'il a volé 700 milliards de francs CFA. J'étais invité à une radio. J'ai dit, si M. Karim Wade a volé 700 milliards dans ce pays, ce Sénégal, là, et que nous, tout ce qu'on a ici comme corps de contrôle, personne n'a jamais rien vu, c'est que nous n'avons pas d'État. Non, mais écoutez. Je vous dis, je termine, après vous avez la parole si vous voulez. Jusqu'à ce jour-là, nous allons aller vers une troisième mise en demeure. Ça veut dire que la première mise en demeure de 6 mois, il n'y a rien, en tout cas de probant. Deuxième mise en demeure, il n'y a rien qui tient la route. On va aller vers une troisième, ça fait 18, ça fait quoi, 3 fois 18. C'est ça les faits, je vous dis. Maintenant, on va la garder, c'est sûr, hein, tout va vers ça. Nous avons vu. Mais je vous dis, nous avons une image dans ce monde à respecter. Même les Américains se sont... Tous les organismes de droits de l'homme, que ce soit l'ARADO, que ce soit le Forum civil, que ce soit Amnesty International, ils sont tous d'accord qu'actuellement Karim Wade est un détenu politique. Et ça va tacher sur l'image du Sénégal. S'il y a des choses sérieuses, on n'a qu'à les juger. Sinon, qu'on lui fasse bénéficier d'une liberté provisoire. S'il n'y a pas de choses sérieuses, on n'a qu'à le laisser rentrer chez lui. C'est compris. En 10 secondes, Barka Cissé, nous sortons de cette émission. Non, moi je ne parle pas de question de troisième recours. Moi je parle de recours en tant que tel. C'est ça qui fait l'objet de discussion aujourd'hui. Le fait qu'il soit coupable ou pas, nous laissons ça entre les mains des juridictions. Là où je veux porter votre attention, c'est qu'il y a confusion au niveau hiérarchique, au niveau de la justice. Donc on pense que le recours qui a été introduit, qu'il y a eu vice de forme ou qu'il y a une justice entre le Conseil constitutionnel et la Cour suprême. C'est ça qu'on veut vous dire et que nous restons à côté de ça et que nous ne nous impliquons pas par rapport à la gestion de cette affaire parce que c'est une affaire de la justice, nous laissons ça entre les mains de la justice, mais quand même nous sommes de bons Sénégalais, nous respectons tout ce que la justice dira. Séparation de l'Église et des systèmes, des pouvoirs que l'on le trouve. Voilà, je fais noter, si vous voulez, pour terminer, que les 5 sages, pendant la validité ou non de la candidature Abdoulaye Wade, ont été voués aux ennemis et on les a traités de tous les noms d'oiseaux. Mais de toute façon, nous on respecte. Aujourd'hui, c'est les meilleurs juges du monde. Donc, moi, je préfère. Quand je vois M. Diakhaté, c'est-à-dire que si on est Diakhaté, je vois le titre de Walfadjri aujourd'hui. Si on est dans un pays, ils ont dit Walfadjri aujourd'hui, ils ont titré la Cour suprême retourne à l'orthodoxie. Si on est dans un pays, il faut accepter qu'il y a des très sénégalais des choses. Donc nous respectons les textes. Quels que soient les textes soient violés, tronqués, nous respectons les textes. En tout cas, maintenant, M. Diakhaté, il est très beau, les 5 sages sont très beaux. Peut-être, mais quand même, nous respectons. Merci à vous, Barka Cissé. Merci à vous, Mamadou Dieng, d'être invité d'Action 7. C'est moi qui vous remercie. Vous suivez Action 7 sur Walfadjri. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toutes les personnes qui nous ont permis de vous présenter cette émission. Remerciements à Hubert Assogba, Cheikh Tidiane Ndiaye, Cheikh Tidiane Diop également, Mam Sidi Diop, entre autres. Agréable suite de programme à toutes et à tous. Au revoir.